Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, le petit bilan lecture de l'été. Je me suis dit que j'allais faire ça, coucou YouTube, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui ont la flemme de regarder chacune de mes vidéos, puisque je fais un retour de lecture par livre, c'est une vidéo pour un livre, je me suis dit que j'allais faire un petit bilan de lecture de l'été, on va dire, 2 mois. Vu que j'ai pas lu énormément cet été, littéralement mes lectures d'un mois, ça a fait 2 mois, c'était les vacances. Comme dirait un de mes amis, pas de violence, c'est les vacances, c'est là littéralement. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais faire un petit bilan tranquillou, on va faire ça. Pour ceux qui ont la flemme de regarder chacune de mes vidéos, ça sera un condensé, un résumé de tous mes retours de lecture. Et puis, voilà, de toute façon, si vous avez mes notifications, si vous allez sur YouTube de temps en temps, vous avez une petite idée de ce dont je vais parler. Et je vais essayer d'aller dans l'ordre. En premier lieu, alors, en premier lieu, le tout premier du tout premier lieu. Attendez 2 secondes, tac, le chat est là. J'ai commencé. Eragon. Voilà. Vous n'avez pas vu de retour de lecture sur Eragon. Bon, il est super épais. Hein, il fait 600, un peu plus il fait 700 pages en gros. Et je l'ai commencé. Toi, as-tu lu Eragon, Joyce? Je suis un peu sombre, non? Bon, on va dire que ça va aller pour cette vidéo. Fera penser que je mette pour la vidéo d'après ma petite lumière. Donc Eragon, voilà, je vais peut-être vous le présenter vite fait. C'est l'histoire d'Eragon euh, qui découvre un œuf. Voilà, il vit dans son monde, je sais même plus le nom, franchement. Voilà, donc voilà bien longtemps que le mal règne dans l'empire d'Alagaesia. Et puis un jour, le jeune Eragon découvre au cœur de la forêt une magnifique pierre bleue, étrangement lisse. Fasciné et effrayé, il l'emporte à Carvahol, le village où il vit très simplement avec son oncle et son cousin. Il n'imagine pas alors qu'il s'agit d'un œuf et qu'un dragon porteur d'un héritage ancestral aussi vieux que l'Empire lui-même va en éclore. Très vite, la vie d'Aragon est bouleversée, blablabla, il va vivre des aventures de ouf. Et moi j'avais vu le film à l'époque, Eragon qui est sorti. Et le film, c'est de la bonne grosse chiasse. Mais alors c'est nul, à un point tu t'imagines pas. À voir comme ça, au début, du début du film, tu te dis ah bah c'est pas si mal et tout. Si, c'est pas bien, du tout. Le film est très très mauvais. Et du coup, je me suis dit ouais, mais le film est mauvais, mais peut-être que le livre est bien. Et bah je l'ai commencé, j'ai lu une cinquantaine de pages. Et je suis passé à autre chose, si tu veux. Alors je vais le finir, je vous le promets, je vais le finir. Quand? Je ne sais pas. C'est pas trop mon style de base. Après, c'est de la fantaisie pure. Le monde est inventé et tout, c'est de la pure fantaisie. Et, et c'est pas ça le problème. Parce que bon, j'aime beaucoup, j'ai lu beaucoup de fantaisie, j'ai lu plein de classiques de fantaisie, c'est pas un problème, tu vois. Mais ce qui m'a rebuté, euh, te force pas. Si, quand. Ben, je l'ai commencé, il faut que je le termine. Je n'abandonne pas un livre. Après, le truc, c'est le style d'écriture qui me rebute. Mais alors, franchement, à fond. C'est extrêmement. Comment dire? Moi, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça. Voilà, on va faire des vraies phrases pour pas se faire trop juger. J'ai trouvé ça extrêmement impersonnel. J'allais dire froid, mais c'est un peu injuste de dire froid, mais du peu que j'en ai lu, j'ai trouvé ça extrêmement impersonnel. Vraiment. Il n'y a aucune âme là-dedans. Je suis d'accord, mais quand ça va pas, faut arrêter. Ouais, de se forcer, surtout que vu que tu en penses déjà. Bah, après, je peux pas encore. Sur le scénario, je peux pas encore dire. Vraiment. Bah, je sais bien qu'on est là pour kiffer. Tu mets EA à kiffer. Ah ouais, ok. À la latine. Et non, j'ai trouvé ça extrêmement impersonnel. Euh, Parce que je sais même plus comment. Ça fait un moment que j'ai commencé début.
début juillet, donc c'est un peu... les descriptions sont... Voilà, les descriptions, j'ai trouvé ça... Bah ouais, j'ai pas d'autre mot que impersonnel. C'est des descriptions descriptives, si tu veux. Ça décrit. Tu vas me dire, t'es espèce de connard, évidemment que ça décrit, c'est là pour ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a aucune âme dans ces descriptions. Quand tu me décris une forêt avec les feuilles colorées, les arbres, les animaux, j'ai envie de vibrer, j'ai envie de ressentir à quel point le truc il est magnifique, cette forêt. Tu vois? Et ben là non. Là non, c'est voilà, il y a des arbres, il y a ça, il y a le vent, et puis voilà. Ça a aucune âme. Aucune description de sentiment, tu vois, derrière. Tu sens que les descriptions, il les fait parce que c'est l'histoire, il le fait pour dire de les faire. Et en plus, c'est fait avec des mots hyper... Comment dire? J'allais dire hyper simples. En fait, le truc, c'est que l'auteur a commencé à l'écrire quand il avait 15 ans. Et je trouve que ça se voit, mais alors énormément. Ça se voit, pour moi. J'ai plus envie, merci. Je l'ai payé 2,99, hein, tu vas pas te ruiner, je l'ai eu à Easy Cash, il y en a plein. Ouais, après, je te dis, j'ai lu que 50, entre 50 et 100 pages, je sais plus exactement. Et je suis pas encore légitime pour critiquer vraiment, tu vois. Mais, rien que ça, voilà, il est dans la forêt, il fait sa chasse, il trouve l'œuf, il revient dans son village, et puis bon, il y a des petites histoires, c'est même pas qu'il se passe rien, ça bouge. On en apprend plus sur son oncle, sur son cousin, un peu sur les gens du village, sur une meuf en particulier, sur lui, tu vois, en 50 pages, on apprend pas mal de choses. Sans dire que ce soit du bourrage de crâne, tu vois. Les informations distillées en soi, c'est pas mauvais. Mais c'est vraiment le style d'écriture qui me rebute complètement, quoi. C'est d'une simplicité peut-être un peu trop simple. Et c'est extrêmement... Il n'y a aucune âme, c'est impersonnel, c'est... Voilà, quoi. En plus, il y a une carte, je la trouve assez inintéressante. Je vais te montrer. Là. C'est ça, la carte. Donc, tu as un grand désert au milieu, un peu de forêt autour et de montagne, et t'as la mer, et c'est ça le monde. T'as rien. Est-ce la peine de nous emmerder avec une carte? Tout ça pour que dalle. Surtout que les rivières et tout, la ville qu'on décrit, ben je les ai même pas trouvées dedans, à moins que ce soit moi qui suis juste B, ce qui est fort possible. Mais je vais le finir. C'est un engagement que je prends. Mais après, voilà quoi. Peut-être après. Ouais. Mais je te dis, tu peux l'avoir pas cher. Moi, je l'ai eu à 2,99€ à Easy Cash. Tu vas pas te ruiner. Tu vas sûrement perdre ton temps en plus. Mais tu vas. Voilà, par exemple, j'ai vu. Je sais pas si tu connais encore une fois Link the Sun qui fait ses coins lecture. Il l'a lu. Il l'a lu et il a trouvé ça. Il a eu le même avis que moi. En 50 pages, j'ai eu le même avec lui. Après, il disait voilà, l'histoire a du sens avec les dragonniers et tout. L'histoire en soi est bien, mais le reste, c'est très compliqué. C'est déjà pas mon style. Tu lis pas de fantasy, toi, du tout. Ah oui, tu me l'avais dit la dernière fois, c'est pas ton truc. Mais voilà, en fait, encore une fois, c'est comme La Passe Miroir, je l'ai lu au moins le tome 1 parce que c'est une saga qui a énormément de succès. On sait jamais, on peut faire une très belle découverte, tu vois. Il faut tester. Surtout les trucs giga populaires comme ça, il faut tester au moins le tome 1. Et je lis, et j'ai jamais abandonné un livre de ma vie, et je vais le terminer, quitte à souffrir. Je vais pleurer des larmes de sang, mais je vais le finir, tu vois. Donc je peux pas encore en dire beaucoup, à part mon impression, voilà, comme ça, au débeauté. Là. Ah, j'espère que mon petit Canadien, Paul, va venir. J'espère qu'il est là. Je suis trop fier d'avoir un viewer canadien, en fait. J'aime beaucoup le dire. Après, on va faire dans l'ordre encore une fois. On va passer. J'ai eu ma période manga. Le mois de juillet, c'était manga. Et j'ai lu Moriarty. Qui est là, Moriarty. Magnifique. C'est un manga polar, on va dire. Ça, c'est ce qui se rapproche
avec Détective Conan, le plus vraiment d'un polar dans le monde du manga. Pour moi, hein. Pour moi. Vraiment. Et j'ai en tout cas le tome 1, le tome 2, vraiment très bon. Le tome 3, pareil, vraiment très bon. Ça s'inspire évidemment. C'est même pas que ça s'inspire, c'est que c'est carrément l'histoire de Moriarty avec Sherlock Holmes. Et, et le point de vue change. C'est le point de vue de Moriarty et Sherlock Holmes arrive plus tard. Sherlock Holmes n'est pas le personnage principal. Et c'est ça qui est bien. Et donc le plan de Moriarty, c'est de, comment dire, purifier la Grande-Bretagne. Il n'est pas forcément contre les bourges, mais il veut éliminer tous les gens malfaisants. Et en fait, il n'a pas vraiment de limite dans ses plans. Il est prêt à faire même des saloperies aussi, tant que c'est pour éliminer un méchant. Pour lui, éliminer un méchant, même s'il fait de la merde, c'est justifié parce qu'il élimine un méchant. Tu vois. Donc il monte les plans, les pires plans, les plus vicelards de la Terre pour pouvoir arriver à ses fins. Mais des plans intelligents, tu vois, des plans vraiment très subtils avec l'aide de ses frères et tout. Mais tu vois, tu vois clairement que il a le mal en lui, quoi. Le mec est sympa, le mec est très gentil. Moriarty est vraiment quelqu'un de bien, en fait. Il est vraiment il est pas dépeint comme quelqu'un de mauvais, hein. Il est dépeint comme quelqu'un de bien. Mais derrière, il n'hésite pas à monter des plans aussi vicelards que machiavéliques et intelligents pour purifier le monde des méchants nobles. Et par la suite va arriver Sherlock Holmes. Et c'est là que je vais commencer à me fâcher. Parce que autant, comme je disais dans ma vidéo, Moriarty, on peut, si tu veux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Parce que Moriarty, il apparaît que dans un roman et une nouvelle officielle écrite par Conan Doyle. Donc ils peuvent en faire ce qu'ils veulent tant qu'ils respectent à peu près, tu vois. Mais Sherlock Holmes, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Non, je vais pas me déplacer. Et déjà, c'est un Sherlock Holmes qui a déjà les cheveux longs, un peu en mode beau gosse. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Un peu en mode beau gosse, tu vois. Et déjà, bon, à la rigueur, tu dis, vas-y, c'est un manga, c'est japonais, allez, why not, on va pas s'attacher au physique, tu vois. Après, Watson, il est plus ou moins respecté, parce que Watson, le physique, on s'en fout un peu, tu vois. Mais ensuite, ça revisite les vraies enquêtes de Sherlock Holmes, genre, ça reprend une étude en rouge. Mais c'est même pas que ça le reprend, c'est que ça le tord. Mais alors ça le tord tellement fort. Mais tous les éléments en soi sont là. Tu dis allez, pourquoi pas. Tu t'es ouvert d'esprit. Tu dis oui. Tu dis oui, tu dis c'est bien. On enchaîne avec la suite. Et il y a d'autres petites nouvelles qui sont reprises, inspirées dedans. Ça passe, tu vois. Tout en voyant Moriarty à côté cassé du noble. Tu te dis, allez, d'accord, il n'y a pas de souci, ça passe. Mais à un moment, faut peut-être voir à pas trop nous prendre pour des cons. Parce qu'il y a une nouvelle qui est reprise. Oh là là, j'ai été salé de ouf. Je peux plus vous dire. Je peux plus dire lequel. Quelle nouvelle a été reprise? De tête, je sais plus. Je crois que c'est ça, c'est un scandale en Bohème. Et il y a un perso, en fait, c'est la seule nouvelle, c'est la seule nouvelle, oui. Oui, c'est la seule affaire, je crois. Je veux pas dire de bêtises, mais où Sherlock Holmes ne résout pas l'affaire, mais perd à la fin. Il n'y arrive pas. Désolé pour le spoil, hein, mais dans un scandale en Bohème, Sherlock se fait complètement avoir. Et là, il va se faire avoir aussi, c'est pas le souci. Mais le traitement d'Irène Adler à la fin, j'ai été hyper salé. J'ai été hyper salé. À la fin, en fait, normalement, de la vraie nouvelle, Sherlock Holmes l'appelle la femme, parce que c'est la seule qu'il respecte vraiment et qui est aussi intelligente que lui, qui a réussi à le rouler dans la farine. Et à la fin de cette nouvelle, la meuf, elle se barre et au revoir, monsieur, dame, je vais faire ma vie ailleurs. Ben là, non. Là, non, elle fait sa nunuche gnangnan pétasse, et puis elle va forcer Sherlock et Watson à se loger
chez eux. Irene Adler a dit ok, maintenant que vous avez brûlé ma maison, j'habite chez vous. C'est de votre faute, j'habite chez vous. Et donc du coup, à partir de là, je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Cette enquête pas respectée, la perso d'Irene Adler, ils vont pouvoir s'en servir comme ils veulent, maintenant qu'elle est toujours là. Je sais, mais ils vont faire quoi maintenant? Elle va participer à toutes les autres enquêtes, du coup? Et du coup, il n'y a plus rien qui va être respecté, ça va être le chamboulement total. Et je me suis dit, bon, ben ok, c'est officiellement de la merde à partir du tome 5. Donc, si jamais vous voulez, vous connaissez pas du tout Sherlock Holmes, mais que ça vous intéresse, et que vous voulez une entrée en matière douce, pour vous faire à l'idée de l'ambiance et de l'environnement, de l'époque et tout ça, lisez Moriarty. Vous pouvez le lire, vous pouvez y aller en tant que néophyte, en tant que novice, vous pouvez le faire. Sans problème, au contraire. C'est la meilleure des entrées en matière. Par contre, ne vous attendez pas à ce que dans les romans de Conan Doyle, ce soit la même chose. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Donc voilà. Après, si vous êtes fan de Sherlock Holmes et que vous ne supportez pas les mauvaises adaptations, un peu comme moi, ne le lisez pas. Ou alors lisez les 2-3 premiers tomes pour voir ce que c'est, mais n'allez pas plus loin que le tome 3 ou 4. À partir du 5, il y a un scandale en Bohème qui est repris et qui est très mal repris. Donc moi, ça m'a complètement foutu en l'air. Ça m'a saoulé. Ensuite, passons à la suite. J'ai lu, alors Moriarty, j'ai lu les 5 premiers tomes. J'aurais pu aller plus loin, mais je me suis dit que pour une vidéo YouTube, 5 c'était bien. Je suis pas encore allé plus loin pour le moment. Parce qu'il fallait enchaîner. Et j'ai enchaîné sur Mashal, tome 1. Alors j'ai les 3 premiers, comme je le disais dans ma vidéo. Et je ne réussis pas, même encore aujourd'hui, je l'avais déjà dit, à trouver le tome 4. Non, librairie y est pas, Centre culturel Leclerc y est pas, Auchan non plus, j'ai regardé, la Fnac non plus, je suis maudit. Impossible de mettre la main dessus. Et je préfère aller en librairie, tu vois, que de le commander sur Amazon, merci. Enfin, je commande pas les bouquins sur Amazon. Au pire, je cherche sur Vinted, tu vois, mais bon, après, je m'en fous, tu vois. C'est mieux c'est mieux en magasin. Je préfère en magasin, même Leclerc ou Auchan, tu vois. Comme ça les incite à avoir un rayon toujours aussi fourni quand ils voient que les gens commandent, tu vois. Enfin bref, Mashal, en fait, pour moi, alors c'est hilarant. J'ai adoré Mashal. Lisez ça. Vinted, t'as vu? J'ai pas regardé en vrai. J'ai pas regardé. Et j'ai Vinted, mais j'y vais pas souvent. Quand je vais sur Vinted, c'est pour commander. En fait, je l'ai déjà dit ça, je sais pas si tu sais, mais les Agatha Christie, je les cherche en version France Loisirs. Et c'est des doubles ou parfois des triples. En fait, il y a 3 romans en un. Et j'adore les couvertures des Agatha Christie version France Loisirs. Et je les cherche. Et donc, quand je vais sur Vinted, en général, c'est pour chercher les Agatha Christie version France Loisirs. Mais rarement pour autre chose. Très très rarement. Et parce que bon, les livres, je les achète neufs, si tu veux. À part pour les bouquins Easy Cash à la con, tu vois, bon. Et donc Mashal, c'est hilarant, c'est pas manga sérieux. C'est très clairement pas un manga sérieux. Pour moi, c'est un mélange entre Harry Potter et One Punch Man. Si vous ne savez pas ce que c'est One Punch Man, débrouillez-vous. C'est Saitama, c'est le mec le plus fort, il est invaincu, c'est le mec le plus fort du monde, c'est un chauve, tu vois. Et il est absurdement fort. Voilà. Et donc pour moi c'est ça. Et c'est tellement bon quoi. C'est tellement bon. En fait, c'est l'histoire de Mash qui vit dans un monde magique, un peu notre monde à nous, mais avec voilà de la magie comme dans Harry Potter. Et les gens, en fait, c'est comme aussi dans My Hero Academia, 99% des gens ou 90% des gens ont des pouvoirs magiques. C'est tous des sorciers. Mais les 10% de personnes qui n'ont pas de pouvoir magique sont traquées et tuées. Voilà, si tu es un moldu, tu es une fraude, tu n'es pas dans les règles. Voilà, tu es un moldu, tu meurs. Concrètement, c'est ça. Et donc, si t'as pas de pouvoir magique, ça casse les couilles, je sais plus pourquoi. En gros, il les tue. Ou il les enferme, enfin, je sais plus. En gros, c'est pas légal de pas avoir de pouvoir, tu vois. Et sauf que Mash, lui, n'en a pas.
Et il vit dans la forêt avec ce qu'il considère comme son grand-père, mais c'est pas vraiment son grand-père parce que c'est le mec a été recueilli, si tu veux. Et son grand-père le cache, tu vois. C'est pour ça qu'il vit dans la forêt. Parce qu'il le cache. Il veut pas perdre son petit-fils. Et c'est quelqu'un de très simple, Mash. Concrètement, lui, dans sa tête, c'est les choux à la crème et vivre en paix. Voilà, c'est ça. Sa tête est remplie de choux à la crème, il ne pense qu'à ça, il ne sait faire que ça. Ça et la musculation. C'est sa vie. C'est comme ça. Mais en fait, t'as des sorciers qui vont venir leur casser les couilles et qui vont le menacer de dénoncer Mash. Et il dit ok, je te dénonce pas, mais tu me rends un gros service. Tu vas dans l'école de magie, tu deviens le magicien le plus puissant. Et en fait, le magicien le plus puissant obtient un statut de privilégié. Il dit ton statut de privilégié, tu me le donnes. Tu me donnes tous les avantages de ce statut-là. Et après, c'est bon, je te laisse tranquille. Donc il y va, il suit les cours de magie. Et en fait, le mec, il a une force physique tellement ouf que du coup, il arrive à faire illusion. C'est ça le bail en fait. Et ça, c'est beau. Le mec il est tellement fort, il bat des jambes assez fort pour faire croire qu'il vole sur le balai volant. Alors qu'en fait, il vole pas, il bat des jambes tellement fort que ça fait de l'air tellement fort qu'il vole. Tu vois. C'est absurde comme ça. Et c'est en ça que ça reprend One Punch Man. Le mec est trop fort et il est tellement fort qu'il fait illusion. Et tout le monde croit qu'il est magicien alors qu'en fait pas du tout, il est juste balèze. Et le côté Harry Potter, ben évidemment, il y a Poudlard, il y a les baguettes magiques, il y a les robes, il y a les cours, il y a tout. Il y a absolument tout. Et en fait, pour moi, l'auteur n'a repris que les défauts. Ah, pas de souci. Il n'a repris que les défauts d'Harry Potter. Dans le sens où... alors déjà, il n'y a que 3 maisons. Donc il n'a pas repris les noms, hein, mais clairement, il y a Gryffondor, Serpentard et Serdaigle. Il n'y a pas Pouf Souffle. Pouf Souffle, on s'en bat les couilles. Tu vois, tout le monde s'en fout. Vous entendez un aspirateur, c'est pas normal. Mais enfin, apparemment tout le monde s'en fout que je sois en live. Mais c'est pas grave, je m'en remettrai. Et je vais les engueuler après d'ailleurs. Et donc, voilà. J'ai pas de considération dans cette baraque, hein, vous avez vu ça. Et voilà, il y a les points, donc cette compétition malsaine. Il y a aussi des épreuves absurdes, les courses c'est absurde, le fait que tu puisses insulter tout le monde et bolosser tout le monde, t'es pas puni. Le directeur, il est clairement... Continue, putain. Le directeur, il est clairement pour Mash. En fait, c'est comme Harry, t'as fait une connerie, bon, c'est pas grave, 1000 points pour Gryffondor, on s'en bat les couilles, continue tes conneries, j'adore ça. Et c'est littéralement ça. Et ça me fait mourir de rire. T'as aussi la scène où il arrache la mandragore. Comme dans Harry Potter 2, t'as plusieurs scènes qui ressemblent exactement à ce qu'il y a dans les livres parfois ou dans les films. Et bien, moi, je suis mort de rire en fait. Ça, plus l'humour absurde avec le côté One Punch Man, et moi je passe un excellent moment en lisant ça. Hein. Vraiment. Hein. Donc lisez ça, c'est très bien. Vous passerez un bon moment de détente. Ensuite, on va terminer avec les mangas. J'ai lu Détective Conan. Voilà. Il est là, il est beau. Shinichi Kudo. Donc, Détective Conan, c'était pas une découverte pour moi. Excusez-moi, j'ai chaud. C'était pas du tout une découverte pour moi. Parce que j'ai beaucoup regardé l'animé quand j'étais petit et adolescent, évidemment. Mais je n'avais pas encore vraiment lu. Ça marche. A plus. Et donc je n'avais lu que le... J'avais pas trop lu le manga. Vite fait, tu vois. Et donc je me suis dit, vas-y, je vais l'attaquer, ça va être bien. Et c'était vraiment très bien. L'histoire de Shinichi Kudo qui enquête et qui aide la police dans ses enquêtes. Sauf qu'à un moment, il va se mêler de quelque chose qui ne le regardait pas. La curiosité est un vilain défaut, donc il s'est fait choper. Il s'est fait injecter une substance mystérieuse par des hommes en noir. Et il a, au lieu d'avoir 16 ans, il en a 6. Il a perdu 10 ans. Voilà, voilà.
Et donc depuis, il essaie de retrouver ces fameux hommes en noir pour avoir une piste de qui ils sont, pourquoi, et l'antidote peut-être. Voilà, c'est ça le bail. Et donc il vit chez une copine de sa classe, une gamine de 16 ans, chez elle, avec son père qui est détective. Et donc grâce à ce père détective, il va pouvoir le mener vers des enquêtes qui, à chaque fois, vont le mener sur la piste de ces fameux hommes en noir. Et il va essayer de les traquer comme ça, parce que c'est sa seule manière de le faire, finalement. Et donc il va avoir des gadgets pour pouvoir endormir le père détective, pour pouvoir, avec un modificateur de voix, son nœud papillon, pour pouvoir prendre sa place et résoudre les meurtres à sa place. Et c'est ça le bail. Et ce manga, ça fait 20 ou 30 ans qu'il existe, et c'est 1000 fois trop long pour ce que c'est. Et à chaque fois, c'est des tomes, c'est que des enquêtes. À chaque fois, l'animé, c'est pareil. Il y a plus de 1000 épisodes, c'est aussi long que One Piece, et c'est infini. Et c'est trop bien. Et en fait, ça reprend Sherlock Holmes. Il s'appelle, en fait, Shinichi Kudo, il a pris un pseudo pour qu'on devine pas que c'est lui. Donc Conan Edogawa. Pourquoi Conan? Parce que Conan Doyle, et Edogawa, c'est en référence à un autre auteur, je sais même plus quel, un auteur connu, réputé, que je ne connaissais absolument pas. Et donc voilà, Conan Edogawa, détective Conan. Voilà. Et c'est vraiment très bien, c'est un classique. Ils sortent encore aujourd'hui, ça fait presque 30 ans, et je vous le conseille très très fort. Bon, j'apprendrai rien à ceux qui sont fans de manga, évidemment, mais moi, mon public ne lit pas de manga, mon public lit des polars et des thrillers. Et donc je vais peut-être leur apprendre quelque chose. Voilà. Maintenant, on va passer à quelque chose de déjà un peu plus délicat. Voilà, vous êtes encore là. C'est très bien. N'hésitez pas à vous manifester dans le chat, même si en général vous êtes très sage. J'ai lu, juste après, alors c'est le roman que j'ai lu en Italie. J'ai lu La Passe Miroir, tome 1, Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos, sorti, je pense, en 2014. J'avais dit en 2016 dans ma vidéo, mais je crois bien que c'est plutôt 2014. J'avais lu. En tout cas, je sais que c'est pas 2016 parce que après j'ai lu la date de sortie et je me suis dit merde, j'ai dit de la merde, c'est pas ça. Et puis voilà. Donc, je vais vous lire un quatrième. Sous ses lunettes de myope, Ophélie cache des dons singuliers. Elle peut lire le passé des objets et traverser les miroirs. Quand on la fiance à Thorn, moi je dis Thorn, écoutez, certains disent Sorn, on est en France, on ne prononce pas le H. Donc quand on la fiance à Thorn, du puissant clan des dragons, la jeune fille doit quitter sa famille et le suivre à la Citaciel, capitale flottante du pôle. À quelle fin a-t-elle été choisie? Sans le savoir, Ophélie devient le jouet d'un complot mortel. Alors, j'avais demandé avant de le lire sur Instagram, l'avez-vous lu? Si oui, l'avez-vous aimé? Tout le monde m'a répondu oui, tous ceux qui m'ont répondu oui, je l'ai lu, m'ont répondu non, j'ai pas aimé. C'est chiant. Donc je me suis dit, bon, c'était pour. Parce que je savais ce livre a une communauté, l'auteur a une communauté extrêmement vénère, si tu veux. Presque aussi vénère que la communauté One Piece. Dans le sens où si tu as le malheur de dire du mal de ce truc, tu t'en prends plein la gueule. Et c'est pour ça que je n'ai pas mis ma vidéo, retour de lecture de ça, sur Facebook. Parce que déjà que je m'en suis pris plein la gueule quand j'ai dit du mal, que j'ai dit que je n'ai pas aimé le dernier roman de Jacques Expert, et croyez-moi, je me suis pris pas mal d'insultes, mais que sur Facebook. Hein. Instagram et YouTube, ils ont été adorables. Hein. Et par contre, Facebook ne supporte pas la critique. Et donc ça, non, j'ai pas trop aimé, c'était pas très bien. Et pour plein de raisons, je vais pas tous évoquer, mais concrètement, déjà, bon, l'univers, en fait, le monde a été morcelé. Il y a eu, comment ils appellent ça déjà? Je sais même plus. Donc en gros, il y a une catastrophe, le monde a été morcelé en plusieurs morceaux, forcément. Il y a plusieurs gros morceaux qui restent encore vivables. Et donc ils appellent ça des arches.
ou des pôles, je sais plus, des arches, je crois, c'est ça. Et sur chaque arche, et donc il y a eu des survivants, j'allais dire des survécus. Il y a eu des survivants de cette catastrophe qui apparemment sont maintenant immortels et ont des pouvoirs de malade. Ok, donc chaque survivant a investi un morceau, une arche, et maintenant a fondé sa propre dynastie. Mais chaque dynastie, en fait, chaque famille, en fait, ils ne se reproduisent qu'entre eux. Genre qu'en fait, ils se marient entre cousins, pas non plus entre frères et sœurs, mais entre cousins, cousines, plus ou moins lointains. De toute façon, c'est la même famille. Chaque dynastie se reproduit entre elles. Et pour en fait que le pouvoir parce que chaque ancêtre a forcément, en faisant des enfants, légué son pouvoir à sa descendance, et forcément chaque famille a un pouvoir différent. Et c'est ça le bail. Et donc, Ophélie, elle, c'est une animiste, elle a le pouvoir d'animer les objets. Donc, par exemple, la carriole n'est pas tirée par des chevaux, parce que la carriole se tire toute seule, vu qu'elle est vivante. Voilà, c'est ça le truc. Et elle, pouvoir rare dans sa famille, pas unique, et ce que je trouve dommage et idiot, mais, euh, mais rare quand même, c'est qu'elle est passe-miroir. Elle rentre dans un miroir à un endroit, elle sort dans un miroir à un autre endroit. Voilà, ça c'est un peu comme du... Elle se téléporte, mais en passant dans les miroirs. Et ça, c'est une bonne idée, mais dans l'histoire, ce que je déplore, c'est que ça n'a absolument aucun intérêt. Aucun. En gros, dans l'histoire, ok, elle est passe-miroir, mais c'est pas unique, ça s'est déjà vu. C'est rare, mais ça s'est déjà vu. Et en plus, ça sert pas à l'histoire, c'est pas son pouvoir, c'est pas le centre. Bordel. C'est pas le centre de l'histoire, c'est pas le centre du scénar, tout le monde s'en fout. Et en plus, ça ne lui sert pas dans ses pérégrinations. Tout le monde s'en fout. Ah, tu passes les miroirs, c'est cool, et puis passe à autre chose, c'est tout. Donc j'ai trouvé ça extrêmement dommage qu'elle ne se serve pas de ce pouvoir, en sachant que c'est quand même le nom de la saga. Alors ok, ça qualifie Ophélie, c'est une passe-miroir, très bien, mais dans le scénar, dans l'histoire, ça ne sert à rien. Enfin, en tout cas dans le tome 1, ça ne sert à rien. Ophélie, après, les noms, ça a été écrit par une fille, voilà, la citaciel, certains prénoms, certains noms donnés au pouvoir. Tu sens que ça a été écrit par une fille, avec un style de fille, pour les filles. Tu vois, je me suis pas du tout senti à ma place en tant que lecteur dans ce roman. Je ne suis pas le public visé, et malheureusement, ça se voit. Je trouve. Euh, Et voilà. Parce que j'ai lu plein de romans de femmes pour les femmes, et aussi bien des fantaisies que quelques romances aussi. Et clairement, même les auteurs, ils m'ont dit non, mais t'es pas le public visé, on vise les filles. Oui, bah ça se voit. Voilà. Voilà. Et donc, ils écrivent ce qui plaise aux filles. Et là, ça a été le cas. Désolé. Des os, pas des os. Tu vois. Maintenant, en soi, ça, bon, ben, si les noms de Fifi, ça te dérange pas, tu passes à autre chose, tu continues à lire l'histoire, ok. Mais le truc, c'est qu'il faudrait que le personnage principal, c'est-à-dire Ophélie, soit intéressante. Et là, le fait est qu'elle ne l'est absolument pas. C'est là le perso principal d'une saga la plus insignifiante, chiante et relou que j'ai. Oui, toi, oui, bah c'est oui, je sais bien. Bonjour, ça va? Ouais, bah je sais bien. Heureusement qu'il y a des exceptions comme toi. Heureusement que tu existes. Merci d'être là. Franchement. Mais tu vois, mais clairement, pour moi, voilà, quand tu donnes des noms comme la Citaciel, Ophélie, la Passe Miroir, voilà. Pour moi, ça a été écrit par une fille et le public visé, c'est les filles, hein. C'est clair, net et précis. C'est comme ça. C'est comme pour les romances, les type After 50 nuances, ils savent très bien que le public sera féminin et ils écrivent pour plaire aux femmes. Les hommes, on s'en bat les reins, tu vois. Ça, c'est clair. Et pour moi, voilà. Donc je disais Ophélie et Robert, ça irait mieux. Mais je m'en fous en soi du prénom. C'est vrai qu'Ophélie, c'est un prénom comme un autre. Mais bon, quand tu veux donner un nom à ton perso principal, tu cherches un truc un peu original, mais pas trop. Tu vois, moi, mon perso principal, il s'appelle Alistair.
Ça se fait, mais c'est pas courant. Tu le retiens. Tu vois qu'Ophélie, on s'en bat les couilles. Mais enfin, Ophélie, au-delà de son prénom, son caractère, voilà, elle est chiante, mais elle est chiante. Elle est chiante opposée, elle n'a pas de caractère. Mais de base, elle est décrite comme quelqu'un qui aime sa petite vie tranquille, qui a pas de caractère, qui est insignifiante. Elle tient son musée, elle aime ses objets, elle vit dans le noir, elle va voir son grand-oncle et c'est marre. Tous ses choix de vie ont été faits pour elle. Voilà. Elle s'écrase. Elle s'en fout, elle aime bien comme ça. Voilà. Derrière, elle a refusé 2 mariages quand même. Elle a été capable de dire merde parce qu'elle n'a pas envie. Bah, tellement elle est chiante, en fait, sa petite vie, elle l'aime bien toute seule. Elle veut pas de mari, elle veut rien du tout. C'est un choix, hein, après, derrière. Mais ça renforce son côté j'aime ma vie toute seule chiante, tu vois. Terrible. Et malgré toutes les épreuves qu'elle traverse, malgré tous les coups qu'elle se prend dans la gueule, parce qu'on peut pas dire qu'elle traverse rien, tu vois, quand même, euh, ben, il n'y a pas d'évolution de personnage. Sa personnalité, elle évolue pas. Tu pourrais te dire que ça lui ferait prendre du caractère. Eh ben non. Ben non, pas du tout. À la fin, elle reste tout aussi insignifiante, chiante et sans personnalité qu'au début. En combien ça fait de pages ce truc? Merde, c'est pas marqué, dis donc. Ah si, là. Un peu moins de 600 pages. 560, un truc comme ça. Ouais, 550 pages. Ouais, un truc comme ça. Ben, il n'y a pas d'évolution de perso, voilà. Et en fait, tout ce qui lui arrive, c'est du hasard. C'est pas parce qu'elle a fait des choses, c'est pas parce qu'elle a tenté des trucs. Elle a fait des conneries, tu vois. Elle a fait des conneries, alors qu'on l'avait prévenu de pas le faire, elle le fait quand même parce qu'après tout, elle fait ce qu'elle veut. Et elle veut voir par elle-même, c'est ça. Elle veut voir par ouais, mais toi je te connais pas, je vais voir par moi-même. Et arrivé là, le mec avait raison. Elle revient après s'en être pris plein la gueule. Et le mec il dit bon mais je te l'avais dit aussi. Je t'avais prévenu de pas faire ça, que tu t'en prendrais plein la tête parce que c'était pas une bonne idée. Ah ben oui, mais je voulais voir par moi-même. Désolé, voilà. Désolé. Relou. Et c'est que des erreurs comme ça. Son fiancé Thorne lui dit va pas là, je te jure c'est pas une bonne idée. Je dis ça pour ton bien. Elle dit, ouais, mais puis-je lui faire confiance? Ok, je vais aller voir quand même. Elle y va. Elle se en prend plein la race comme jamais elle s'en est pris dans sa vie. Et elle revient. Et le mec, il lui dit, je te l'avais bien dit. Et c'est ça pendant tout le roman. c'est terrible. C'est terrible. Ça, plus le fait. Putain, je suis en train de descendre le truc, mais c'est tellement sans regret. Ça, plus le fait que c'est extrêmement lent. C'est un point de vue interne. On suit vraiment Ophélie de manière interne, quasiment. Et, c'est pas débordant d'action, quoi. Voilà, on démarre dans son arche d'anima. Ok, elle va se marier. T'as un long moment où elle voyage avec son mari jusqu'à son arche, le pôle, je crois que ça s'appelle. Ensuite, donc c'est oh là là, qu'est-ce que ça va être, oh là là, comme Anima me manque, voilà ça pendant une éternité. Elle y arrive, elle s'installe, et puis elle fait sa vie chez la tante de son mari, et puis ça pendant un temps infini, c'est oh là là, ça me manque, oh là là, je suis en train de m'adapter. Et puis en fait, ben je sais même pas. Parce que la plupart des lecteurs que j'ai vus, c'est plus des jeunes adultes. Toi, genre 20, 25 ans. Mais c'est vide en fait. Je trouve ça vide. C'est terrible. Après, l'écriture est bien, le style d'écriture est bien et il est pas simpliste. C'est blindé, j'y reviendrai après parce qu'il y a un truc que j'ai pas aimé dans le style, mais le style est bien, tu vois, il est pas non plus fait pour des enfants. Un enfant pourrait le lire, mais après, c'est pas simpliste, c'est pas oui oui à la plage, tu vois, non plus. Donc oui, c'est très lent, c'est très très lent. Ensuite, elle passe quasiment tout le roman à se faire passer pour quelqu'un d'autre, histoire de rester incognito. Donc elle se fait passer, elle devient genre valet de chambre ou un truc comme ça.
pour la tante de son mari. Et puis concrètement, elle passe tout le roman à faire le larbin. C'est ça l'histoire. Voilà. Bonjour, tu vas te marier, allez, viens chez moi, j'habite chez une copine. Et puis, ah ben, tu vas devoir faire larbin, faut pas qu'on sache que t'es là. Et voilà, fin de l'histoire. Et à la fin, ben, il n'y a pas tellement de fin. J'ai l'impression que la fin, ça se termine au milieu d'un chapitre, en fait. Il n'y a pas de plot twist trop, y a rien, quoi. Elle va pour rencontrer le chef de la famille, là, le fameux immortel, le plus grand chef de l'Arche, et puis ça s'arrête là. Il n'y a même pas de plot twist, de rien, du juste elle stresse juste avant de le voir, et puis pouf, terminé. Donc j'étais en mode, qu'est-ce que c'est que cette fin de merde? À un moment, je me suis dit, en fait, est-ce qu'elle aurait pas tout écrit d'un coup, mais genre c'est quatre à la suite, parce qu'il y a quatre tomes, et ça, c'est une saga terminée. Et en fait, c'est sa maison d'édition qui aurait dit, ok, on va couper ça en quatre, et tu coupes là, tu coupes là, tu coupes là. Et qu'elle n'aurait pas eu le choix. Parce que c'est clairement pas une fin. Donc je ne sais pas. Tristesse, bah oui. Oui, oui. Franchement, voilà. Ce que j'ai pas apprécié non plus, alors je le disais, le style d'écriture est bien, ça se lit, c'est fluide, il n'y a aucun souci là-dessus. Ça se lit très bien. La preuve, c'est que j'ai pas aimé et je l'ai lu jusqu'au bout quand même. Donc c'est que le style d'écriture est là. Ça, il n'y a pas de souci. Mais euh, ce que j'ai pas aimé, c'est qu'à chaque fois qu'on voit. Donc quand tu vois un personnage pour la première fois, tu as la description, ce qui est normal. Donc les vêtements vite faits, le visage, de quoi il a l'air, sa personnalité, les impressions, tu vois, bon, tout est normal. Mais sauf que à chaque réapparition du perso, on a la description complète du perso. Donc à chaque fois qu'on voit, par exemple, je prends un exemple, le Archibald, à chaque fois qu'il apparaît, on a la description complète de ses vêtements, et puis oh, comme il est manipulateur, comme c'est un connard, mais qu'à la fois il est beau. À chaque fois. Description complète à chaque réapparition. Donc son mari, Thorne, on va savoir à chaque fois qu'il est tellement grand qu'il est obligé de se plier en quatre, qu'il a les cheveux blancs coiffés en arrière, qu'il a toujours des peaux, qu'il est habillé toujours chaudement avec des peaux de bête, qu'il a l'air taciturne, et à chaque fois on a le descriptif complet. Et ça m'a brisé les burnes de manière assez violente, à chaque fois. Surtout que c'est des persos qui reviennent souvent. C'est des persos qui reviennent très souvent. Archibald, on le voit souvent. Forcément son fiancé, sa tante. C'est des persos secondaires très forts. Et très, très présents. Et on a les descriptions mille fois, quoi. Moi, ça m'a vraiment usé la tête. Et donc, ça m'a fait mes vacances en Italie. Le matin en me levant et le soir avant de me coucher. Voilà. Et puis ça a fait le taf. Ça m'a passé le temps. Voilà. Donc, si les histoires plus lentes, très descriptives et psychologiques sur Ophélie, oh là là, je stresse, vais-je y arriver, ça vous plaît? Allez-y. Allez-y. Par contre, si vous préférez quand ça va plus vite que le personnage principal a un fort caractère et qu'il y a beaucoup d'action et que ce soit plus dynamique, ne lisez pas ça. Vous allez vous suicider. Clairement. Après, la couverture est pas dégueu. Le dessin est bien. Voilà. C'était les fiancés de l'hiver. Voilà. Je viens de démonter le truc. Mais en fait, j'ai été tellement gentil. En fait, le truc, c'est que pour faire ma vidéo YouTube de la passe, sur la passe miroir, sur ce tome 1, je me suis retenu, mais alors, tellement fort. Il y a Louane qui me disait, putain, ça va être le carnage ta vidéo. J'étais en mode, on verra, oui. Et arrivé là, je me suis retenu de ouf. J'ai dit que la moitié de ce que je pensais vraiment. C'était ce que je pense, tout ce que je dis, tu vois. Je pense, quand je dis que dans ma vidéo, que je pense qu'il y a un vrai gros potentiel dans cette saga, je le pense vraiment. Il y a un vrai gros potentiel dans cette saga, clairement. Mais,
Il y a trop de défauts, quoi. C'est juste pas possible. Tous ces défauts-là, je les ai pas inventés, tu vois. Je suis allé voir plusieurs chroniques, j'ai demandé l'avis de plusieurs personnes. Je suis allé voir plusieurs vidéos, notamment celle de Link the Sun sur sa chaîne secondaire Linksoft, qu'il a lu aussi. Et je suis allé voir les commentaires. Et donc voilà, je suis loin d'être le seul. Ça m'a rassuré. Finalement, en me renseignant, je me suis aperçu que cette saga était extrêmement partagée sur les avis. Les avis sont extrêmement partagés. Il y a tout autant de personnes qui ont détesté que de personnes qui ont aimé. Et apparemment, l'auteur, Christelle Dabo, s'est pris plus d'une shitstorm dans la tête. La pauvre, quoi. Enfin, un moment, voilà, mais bon. Donc ça m'a rassuré, je ne suis pas seul à ne pas avoir aimé. Alors, mon dernier roman de l'été, c'est Franck Tillier, La Chambre des Morts. Et en fait, après ça, j'en pouvais plus. Je me suis dit, il me faut un polar. Il me faut un peu, tu sais, un polar vite. Il fallait ma dose. J'en pouvais plus. J'avais tellement pas aimé. Je me suis dit, il faut que je remonte la barre de morale parce que là, j'en pouvais plus. Je n'ai ras le cul. Et j'étais parti pour lire ça. Je l'ai juste là. J'étais parti pour lire ça. Gonelore de Pierre Grimbert. Pierre Grimbert, j'adore cet auteur. Si tu connais, c'est l'auteur de Le Secret de J. Et après, Les Enfants de J. Donc en gros, il a écrit la saga de J. C'est un auteur français que j'aime beaucoup. J'ai adoré sa saga de J. Et c'était très bien. Je me suis dit, il a écrit une autre saga. Il y a plusieurs années, j'ai fait La Nuit du livre d'Esquelbec. J'ai pu avoir je lui ai acheté ses 2 premiers tomes. Et il m'a dédicacé le premier. Très content, j'aime beaucoup. Et du coup, je me suis dit, je vais commencer sa saga. Mais après une telle débandade, la débandade qui a été... si tu connais pas, je considère ça comme un classique. Bon, un classique français, donc ça vaut ce que ça vaut. Mais Le Secret de J, c'est vraiment très bien. C'est une grosse saga fantasy qui tâche. C'est pas fait pour les... Enfin, je veux dire, c'est pas fait pour les gamins. Mais voilà, c'est une saga fantasy complète avec son monde, avec ses personnages, avec ses dieux, avec tout. Donc c'est pas aussi lourd qu'un Seigneur des Anneaux, loin de là évidemment, mais voilà. C'est présent, c'est très bien. Et si tu aimes la fantasy, tu seras servi. Tu peux les trouver même en poche, pas cher. Je conseille fortement Le Secret de J. Et donc il s'est attaqué à une nouvelle saga, Gonelore, que j'ai depuis très longtemps. Les 2 premiers tomes, je les ai toujours pas commencés. Je me suis dit, vas-y, je vais faire un été fantasy fantastique manga, je vais le commencer. Mais en fait, après avoir lu La Passe Miroir, après cette déception, je me suis dit non, il faut que je lise un polar parce que là, j'en peux plus, j'en ai ras le cul. Il me faut ma dose. Et j'ai lu La Chambre des Morts. C'est très bien. C'est très bien. Enfin, c'est très bien. Oui, c'est très bien. C'est pas un coup de cœur. C'est très bon. Surtout la seconde moitié. Et donc, je vais vous lire la 4e. Imaginez, vous roulez en pleine nuit avec votre meilleur ami, tout feu éteint. Déjà une connerie. Devant vous, un champ d'éoliennes désert. Soudain, le choc d'une violence inouïe. Un corps gît près de votre véhicule. À ses côtés, un sac de sport. Dedans, 2 millions d'euros. Vigo et Sylvain, eux, ont choisi. Que feriez-vous? Vigo et Sylvain, eux, ont choisi. Donc, est-ce que tu prends la thune et tu dis rien, tu te casses? Ou est-ce que tu dénonces, tu te dis merde, j'ai renversé quelqu'un, je l'ai pas fait exprès, et tu rends l'argent. Et donc, à votre avis, qu'est-ce qu'ils ont fait, Vigo et Sylvain? Ben, ils ont pris l'argent, sinon il n'y aurait pas d'histoire. C'est pas un spoil, parce que voilà. Parce qu'à un moment, quel intérêt? Tu vois, d'écrire un livre s'ils rendaient l'argent. Et, et voilà, la 4e de couverture aurait pu en dire un peu plus, parce que c'est pas du je vais dire, c'est pas du tout le centre de l'histoire. Si quand même, mais il y a surtout une affaire de meurtre là-dedans, d'une gamine qui a été retrouvée dans un entrepôt, habillée comme une poupée et avec un sourire sur les lèvres. Tu vois, le cadavre a un sourire, donc ce qui est très bizarre. Moi, je sais pourquoi, mais du coup, je dirais pas, c'est un spoil. Et le thème abordé là-dedans est extrêmement, en tout cas pour moi, il l'a été,
parce que ce sera le même thème pour mon tome 3 de Dirty Work, extrêmement satisfaisant, j'en ai appris beaucoup, c'était vraiment très bien. Donc c'est un thème, je peux pas dire ce que c'est parce que ce serait un énorme spoil, mais voilà, c'est médical, c'est à la fois médical et extrêmement gore, extrêmement dérangeant, ça se fait beaucoup moins aujourd'hui, mais il y a encore quelques dizaines d'années ça se faisait énormément, et donc voilà. Débrouillez-vous avec ça, je ne peux pas en dire plus. Mais plus ça va, plus ça monte crescendo dans le gore. Ça devient de plus en plus dérangeant, ça devient de plus en plus gore. Et moi j'adore, c'est extrêmement bon, c'est extrêmement bien fait, c'est très fidèle. On en apprend beaucoup sur, j'allais dire cet art, parce que c'est considéré comme un art aussi. Et c'est vraiment très bien. Donc on suit à la fois le brigadier Lucie Bell, et à la fois Vigo et Sylvain, j'allais dire les méchants, mais ils sont méchants sans être méchants. Donc on les suit à la fois eux et le brigadier. Et par la suite, on suivra aussi d'autres gros méchants. Vraiment les gros méchants qui font cet Argor. Voilà. Donc il va y avoir en 2 temps au début, et vers la seconde moitié, ça sera en 3 temps. Et qu'est-ce que c'était bien quoi. Alors la première moitié, j'ai eu du mal un peu à rentrer dedans, dans le sens où, alors ce roman est sorti en 2004. Souvenez-vous, de 2000 à 2010, c'était les bails, les experts. Donc il y avait les experts Miami, Los Angeles, voilà, les experts voilà, d'un peu partout en Amérique, avec la police scientifique, vous voyez, Horatio Kane avec ses lunettes, et puis va me faire analyser ce échantillon d'ADN, et les poils et les cheveux qu'il y avait à la tache de sang, les empreintes digitales, voilà, tout ça. Donc c'était le début des vrais policiers scientifiques avec la technologie qui allait avec et tout. Et donc ils en ont fait plein de séries. Et en fait, il y a une grosse vibe, les experts là-dedans, parce qu'en fait, la première moitié du roman, donc l'enquête pure et dure, vous savez, là où vous allez sur la scène de crime, vous relevez les, les, les empreintes, le sang, les indices et tout, et vous les faites analyser. Et derrière, en fait, vous avez toute l'explication du qu'est-ce que c'est, comment on l'analyse et pourquoi, et du mes couilles sur ton front, ça fait un dindon, tout. Tout dans le détail. Et sauf que moi, il y a des trucs, je m'en bats la race en fait. C'est ça. C'est le sang, tu le prélèves, c'est acquis. Je veux pas l'historique de pourquoi on fait les analyses, on s'en fout, tu vois. Et donc, y a une grosse baille explicative de preuves qui m'a pété les couilles. Mais je me suis dit, vas-y, c'est pas grave. En fait, je lui pardonne parce qu'on est en 2004 et c'était la mode, concrètement. On peut pas lui en vouloir. Ça se faisait. Non seulement ça se faisait partout dans les livres, mais aussi à la télé. Donc, bon, il a suivi la mode. Faut je dire, il a raison. Tu vois, en plus, c'était ses débuts. C'est son deuxième roman à Franck Tillier. Donc, il fallait que ça marche. Il fallait plaire. Mais bon, après, ça m'a pas sorti de l'histoire. Sur le coup, ça m'a fait chier. Mais bon, après, voilà, c'est vite parti. Une fois tous ces indices-là relevés et tout, ça a été beaucoup plus psychologique. Il fallait. D'ailleurs, Lucienne Bell, d'ailleurs, son enquêtrice, a très bien fait ça. Il fallait vraiment se mettre dans la tête du meurtrier, pourquoi il fait ça, comment il le fait, avec quel honneur et tout. Et elle s'en est très bien sortie. Et c'était vraiment fascinant par rapport à ce fameux art médical. Je peux pas vous dire. Et plus elle en découvrait, plus elle réussissait à tracer le profil psychologique du meurtrier, plus ça devenait gore, plus ça devenait dérangeant. Et à la fin, on découvre la fameuse chambre des morts. Et qu'est-ce que c'était bon. Je conseille beaucoup. Je conseille beaucoup, très très fort. Très beaucoup. Il faut lire ça. C'était vraiment bien. Donc le suspense, c'était est-ce qu'ils vont les attraper. Parce qu'on sait très vite qui c'est. Donc c'est pas un polar en mode qui est le meurtrier. Mais comment est-ce qu'on va faire pour, pour les choper. C'est un peu à la Colombo, si tu veux. Les Vigo et Sylvain, est-ce qu'ils vont réussir à garder leur pognon? Les meurtriers, vu qu'on sait qui c'est très vite, comment ils vont réussir à les attraper? Et ça, et puis on a envie d'en apprendre plus sur ce qu'ils font.
Et donc ça, c'était très bon. C'était très bon. Je vous conseille fortement. Voilà, c'était ça. Donc, en bref, un récapitulatif très rapide pour ceux qui n'étaient pas là au début de la vidéo. Là, je vais y revenir. Un Eragon que j'ai assez vite abandonné, mais qu'il faut absolument que je reprenne, car je n'ai absolument pas... Je n'ai jamais abandonné un livre de ma vie, c'est pas maintenant que ça va commencer. Donc style d'écriture très, très froid, très impersonnel, j'ai énormément de mal avec ça. Ensuite, Moriarty, une fraude de Sherlock Holmes, mais si vous voulez découvrir Sherlock Holmes alors que vous ne connaissez pas, c'est une très bonne entrée en matière. Si vous connaissez déjà Sherlock Holmes, fuyez. Mais bon, c'est toujours un manga sympa. Et on voit très bien Moriarty, c'est vraiment très bien foutu quand même. Mashal entre Harry Potter et One Punch Man, c'est hilarant, c'est pas sérieux, ça a tous les défauts d'Harry Potter, avec la force de Saitama dans One Punch Man, j'ai passé un excellent moment, lisez-le, c'est vraiment très bien. Avec un esprit ouvert et énormément d'autodérision. C'est hilarant, j'aime beaucoup. Détective Conan, un classique, on aime. Quand on est fan de Sherlock Holmes, c'est encore mieux. C'est un manga qui a presque mon âge. Donc il est vieux, il continue encore aujourd'hui, c'est aussi long que One Piece. Vous avez de la matière si ça vous intéresse. La passe miroir, une énorme déception. On avait tellement dit de bien que là c'est la débandade complète. Une héroïne sans intérêt, une histoire qui a du potentiel, mais écrite par une fifille pour les fifilles. Et je suis très déçu. Je vais quand même lire la suite. D'ailleurs, j'ai acheté le tome 2 et le tome 3. Je vais lire la saga complète, parce qu'on sait jamais. Et un Franck Tillier, un début de Franck Tillier qui était vraiment très bien. Avec un art médical extrêmement gore, ça monte en puissance dans le gore, c'est dérangeant, c'est tout ce que j'aime. Et il me fallait ma dose de morbide pour me remettre de la passe miroir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à la liker, à la partager. Je l'ai tournée en live sur Twitch. D'ailleurs, tu vois là le chat. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne Twitch, Alistair Live. Lien dans la description. Je mettrai également dans la description le lien de mon Instagram et de mon Babelio. Merci à tous et à la prochaine chez Alistair. Voilà.